Donc nous sommes encore dans l'analyse statistique des résultats, puisqu'après avoir modélisé la variation de la réponse non transformée à l'aide de modèles polynomiaux de degré 2 mis sous forme canonique, nous allons nous intéresser à des transformations qui vont permettre de mieux appréhender des plages de variation aussi importantes comme nous l'avons précisé à plusieurs reprises dans cet exposé, et suggéré naturellement des transformations. Alors par défaut, quand on ne sait pas, si la réponse varie de plus d'un ordre de grandeur, prenez par défaut une transformation logarithmique, mais on peut argumenter parfois des choix de meilleures transformations, et c'est ce qui a été proposé par Box et Cox en 1964. C'est ce qui a été aussi utilisé par les auteurs de cette publication en 1992, et je vais essayer de vous expliquer quel est le sens de cette transformation et comment peut-on trouver de façon assez simple, quand un logiciel ne le fait pas, la transformation la plus utile. Alors, la première des choses, c'est de prendre le vecteur des réponses y, s'assurer que vous ayez des valeurs positives strictement. Donc, ce sont des transformations qui marchent pour des nombres réels strictement positifs. Vous allez les transformer en fonction d'un paramètre lambda. Ce paramètre lambda, vous allez le faire varier entre moins 2 et plus 2 ou entre moins 3 et plus 3, aussi finement que vous le permet un logiciel. On verra une application informatique sous Excel des transformations de Box-Cox, et vous allez transformer la valeur de y, la réponse mesurée à l'SCI, en valeur WI, qui dépend du paramètre lambda, soit sous la forme du logarithme décimal lorsque lambda vaudra 0, mais si lambda est différent de 0, dans l'intervalle moins 2 plus 2, vous utilisez la transformation yi puissance lambda moins 1 divisé par lambda. Ensuite, vous allez relativiser ces valeurs WI en les transformant en valeurs ZI, qui dépendent de lambda, en divisant par la moyenne géométrique de vos réponses. La moyenne géométrique, c'est le produit des réponses à la puissance 1 sur n, et cette moyenne géométrique, vous la mettez à la puissance lambda moins 1, et donc c'est finalement cette réponse ZI que vous allez introduire dans l'analyse mathématique pour calculer les coefficients du modèle. Vous allez calculer les réponses prévues par le modèle, et vous allez calculer les nouveaux résidus, les nouveaux écarts qui dépendent de la transformation et qui dépendent donc du paramètre lambda. Et vous allez chercher la valeur du paramètre lambda qui minimise le résumé de ces écarts, encore une fois sous forme de somme de carrés d'écart. Donc vous calculez la somme des carrés des écarts, elle dépend du paramètre lambda, et puis vous en faites un dessin, et vous vous apercevez que sur ce dessin, il y a une valeur du paramètre lambda qui permet de minimiser la somme des carrés des écarts, et c'est cette valeur que vous allez conserver pour transformer vos réponses et fabriquer un nouveau modèle. Puisque vous aurez minimisé la somme des carrés des écarts, et bien naturellement vous aurez amélioré la qualité descriptive du modèle. Si vous améliorez la qualité descriptive, et bien vous allez, les amplificateurs étant constants, améliorer un petit peu la qualité prédictive. Alors comment choisir la valeur de lambda sur le graphique? Pour choisir la valeur de lambda sur le graphique, en 1964, les auteurs ont trouvé un système pragmatique qui consiste à dire « Regardez quelques valeurs particulières de lambda, parce que la transformation sous-jacente est facile à interpréter. Si lambda est égal à moins 2, c'est-à-dire si la valeur qui minimise la somme des carrés des écarts, la valeur qu'il faut donner à lambda est égale à moins 2, plutôt que de modéliser la variation de y, modélisez la variation de 1 sur y au carré. Si lambda est égal à moins 1, modélisez la variation de 1 sur y, et ainsi de suite. Si la valeur est plutôt égale à 1, finalement la transformation n'apporte pas grand-chose. Si la valeur est égale à 1,5, eh bien choisissez une transformation en racine au carré. Donc vous voyez que cette méthode, cette approche offre plus de possibilités de transformation, voire un choix plus raisonné de transformation, que d'imposer systématiquement une transformation logarithmique. Encore faut-il pouvoir mettre en œuvre ceci à l'aide d'un logiciel ou d'un tableur. On verra que dans un tableur, c'est excessivement simple d'obtenir le graphique en fonction du paramètre lambda. Et ensuite, de regarder sur ce graphique quelle valeur choisir.
Et ensuite, bien, une fois que vous avez trouvé la valeur du paramètre lambda, ben, vous calculez la qualité descriptive et prédictive. Voilà. Alors c'est ce qu'on va faire ici pour les 4 réponses que nous avons à décrire. T10, c'est la température pour laquelle on a une viscosité de 10 pascal seconde. Sur l'axe horizontal, vous voyez la fluctuation du paramètre lambda, ici entre -2 et +2. Et je vais m'arrêter, pour retrouver ce qu'ont fait les auteurs, sur lambda égale -1. Pourquoi? Parce que vous obtenez ici une modélisation non pas de y en fonction de x, mais de 1 sur y en fonction de x. Pour V 1330, la viscosité mesurée pour 1330 degrés Celsius. Ici encore, j'ai fait varier lambda entre -2 et +2. J'ai une très forte variation de la somme des carrés des écarts. Donc j'ai fait un zoom directement sur la zone d'intérêt où je m'aperçois que j'aurais pu faire mieux que choisir 0, qui correspond à une transformation logarithmique. J'aurais pu choisir, on voit à l'écran, -0,2, mais il aurait été difficile de donner un sens à la transformation. Donc on se rapproche des valeurs discrètes là, des transformations en choisissant le logarithme népérien de y. Pour la conductivité électrique mesurée pour la température à laquelle on a une viscosité de 10 pascal seconde, ici encore lambda varié de -2 à +2, j'ai zoomé dans une zone où il est facile de lire la valeur de lambda, et entre 0, 1,5 et 1, j'ai retenu la valeur 1,5 parce qu'elle correspond à une transformation en racine carrée, au même titre que pour la transformation de la dernière réponse, EC 1330, la conductivité électrique mesurée pour une température de 1330 degrés Celsius, où je vais encore choisir la transformation en racine carrée. Donc voilà l'argumentation des transformations, et regardons maintenant ce que l'on obtient en termes de qualité descriptive et prédictive. Alors je vous rappelle que nous étions partis déjà avec de très bons résultats en termes descriptifs et prédictifs, sans transformation, mais que les transformations, finalement, améliorent ou conservent, tout en intégrant une transformation intelligente pour réduire la plage de variation de résultats. On observe des qualités descriptives et prédictives très élevées, que ce soit pour la réponse relative à la viscosité, ou que ce soit pour la réponse relative, ou les réponses relatives aux conductivités électriques. Donc, en conclusion, ce coup-ci de l'analyse statistique, eh bien, on va conserver, donc je vous ai donné un extrait de la publication de People et Shade en 1992. On va conserver ces transformations, vous les voyez apparaître, 1 sur T10, ECT10 à la puissance 0,5, logarithme népérien de V 1330 et racine carrée de EC 1330. Vous voyez apparaître les coefficients d'un modèle de degré 2, Sol, CAO, Na2O, et ensuite les produits X1, X2, X1, X3, X2, X3. Vous voyez apparaître une ligne où sont reportés les coefficients R2 et non pas RE2 ajustés. Vous voyez que la qualité descriptive de ces modèles, 98%, 96,5% ou 99%, est excellente. Et vous voyez apparaître au-dessous un test de manque d'ajustement, qui est une autre façon d'analyser la variation des résultats complémentaires, qui elle aussi se révèle très satisfaisante. Donc, le résultat de l'analyse statistique, c'est que l'on va conserver les valeurs des coefficients que vous voyez à l'écran, eh bien, pour en faire une restitution graphique, et ce sera l'objet de l'étape suivante. Et je vous invite de vous y reporter immédiatement. Donc, à tout de suite pour restituer de façon graphique toutes ces équations.